Merci. Monsieur le Président, chers collègues, pour cette 5e plénière budgétaire du mandat, nous interviendrons à plusieurs voix. Pour cette partie sur les solidarités humaines, j'interviendrai avec Maëlle Guizou. Ce sont Anne Nicolas-Jacques et Céline Scavenec qui prendront le relais pour les solidarités territoriales. Puis je reprendrai la parole demain matin avec Laurent Perrin pour conclure avec l'intervention générale. Le volet solidarité humaine représente plus de 76% du budget du département du Nord, ce qui est à souligner. Concernant la partie aide sociale à l'enfance, quand on prend le budget primitif 2025 et celui présenté aujourd'hui, on est sur une augmentation de 6,7%. Alors oui, ce n'est pas une baisse, ce n'est pas une stagnation, c'est une légère hausse. Ce chiffre n'est pas à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face pour les jeunes nordistes. Et s'il vous plaît, épargnez-nous la rengaine, quand on tape sur l'ASE, on tape sur les enfants placés. C'est bien sûr faux et assez petit comme contre-argumentation. Bref, au vu de ce chiffre, mes propos porteront sur une des compétences fondamentales des départements. Il s'agit de la protection de l'enfance. Pour rappel, nous avions regretté en plénière d'octobre dernier que vous préfériez alors mettre en point principal un budget supplémentaire technique plutôt que la feuille de route 2025-2027 sur la protection de l'enfance, pourtant compétence majeure du département, chef de file de l'action sociale. Un focus aujourd'hui sur la protection de l'enfance, alors que nous célébrons à quelques semaines près les 10 ans de la loi du 14 mars 2016 visant à garantir les besoins fondamentaux de l'enfant. Une décennie de réformes et on mesure l'ampleur des combats qu'il nous reste à mener. Car l'effectivité de ces lois reste toujours un grand défi. Le fossé entre la plume du législateur et la réalité des enfants reste immense. Et comme vous aimez à le dire, Monsieur le Président, vous et votre exécutif, le département est hors norme. Il l'est également concernant les manquements qui sont les vôtres et qui relèvent de la protection de l'enfance. Une seule illustration de ces manquements. En mars dernier, uniquement sur le ressort du tribunal de Lille, il y avait 140 placements non effectifs. Un jugement sans placement, c'est une situation de mise en danger de chaque enfant. Protection de l'enfant, donc. Protection de l'enfant dans le cadre des violences intrafamiliales. Je le redis ici, nous avons salué la création de la délégation pour la lutte contre les violences intrafamiliales. Et nous en reparlerons demain lors de la présentation de la délibération sur le PAC Nouveau Départ. Les violences intrafamiliales concernent les adultes, personnes âgées ou non, principalement les femmes, mais également les enfants. Et concernant la protection de l'enfant, la lutte contre la maltraitance est bel et bien un enjeu sanitaire. Sanitaire parce que les enfants victimes de violences perdent 20 ans d'espérance de vie par rapport à la population en général. Les enfants maltraités accumulent les problèmes de santé à cause des violences physiques, du stress chronique et du retard de soins. Ce retard de soins est très fréquent chez les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. L'évaluation médico-sociale de tout jeune intégrant un dispositif de protection de l'enfance est entrée dans cette loi de 2016. Pourtant, dans les faits, seuls 28% des conseils départementaux auraient rendu ce bilan systématique, selon des statistiques reprises par la Haute Autorité de Santé. Moins du tiers des enfants à protéger bénéficieraient des bilans adéquats dès leur admission et, parmi eux, seul 1 sur 10 bénéficie du suivi adapté par la suite. Monsieur le Président, la prise en charge de la santé des enfants de l'ASE s'est imposée parmi les principales défaillances relevées dans les politiques publiques. Qu'en est-il concernant les départements du Nord et ses obligations en matière de santé envers les enfants intégrant l'aide sociale à l'enfance ? Aujourd'hui, le contexte national est également marqué par le projet de loi sur la protection des enfants qui doit passer en Conseil des ministres au mois de mai. Ce projet de loi devrait apporter quelques avancées, notamment avancer sur le contrôle des antécédents judiciaires, ce que les écologistes avaient porté comme contribution il y a 1 an dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Avancer sur la facilitation des adoptions simples d'enfants placés, ce qui pourrait être présenté en plénière ici même, car depuis ce début de mandat, nous n'avons jamais eu de délibération portant sur l'adoption, alors que c'est bien le département du Nord qui délivre l'agrément et accompagne les familles adoptantes.
Un projet de loi, et nous le savons toutes et tous ici, qui restera insuffisant sans moyens supplémentaires. Car sans moyens conséquents, cela revient à demander toujours plus à des professionnels déjà fort épuisés. J'en profite ici pour remercier la mobilisation et l'engagement des agentes et agents du département du Nord, ainsi que les professionnels partenaires de notre établissement. Qu'elles et ils soient toutes et tous remerciés pour leur professionnalisme, malgré les vents contraires, financiers et souvent dogmatiques. Un BP départemental 2026 marqué notamment par la mise en œuvre du décret pouponnière et le rebasage structurel du soutien du département à l'EPDSAE. Les dépenses allouées à l'ASE augmentent, mais sur le terrain, la réalité reste brutale. Les besoins augmentent plus vite que les moyens et surtout, les équipes continuent à travailler dans un mode déjà dégradé. On nous parle de multivulnérabilité depuis quelques années. Oui, les situations sont de plus en plus complexes. Mais ce terme multivulnérabilité sert trop souvent de cache-misère, car reconnaître la complexité des situations devrait conduire à renforcer les accompagnements spécialisés. Or, c'est l'inverse qui se produit. On pousse à la polyvalence, on mélange les missions, on déqualifie les métiers, on maltraite et on dégrade le sens des missions des professionnels. Enfin, il y a les mineurs accompagnés et le groupe écologiste n'oublie pas les MNA et les mineurs non accompagnés en recours. Face à la dérive des discours de haine et la montée de l'extrême droite, comment assurer l'impératif de protection des MNA ? Un point sur le dispositif mis en place en octobre dernier pour la mise à l'abri de jeunes filles MNA en recours sera le bienvenu lors d'une prochaine commission. Et puisque nous avons su le faire pour les jeunes filles MNA en recours, nous souhaitons que cela puisse être mis en place également pour les garçons MNA en recours. Nous le redisons ici, nous sommes pour le respect du principe de présomption de minorité, comme y appelle le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies dans son rapport du 6 juin 2023 sur la situation en France. Nous souhaitons la création de dispositifs proposant des places d'hébergement et un accompagnement adapté, alimentation, santé, suivi socio-éducatif, aux MNA en recours de minorité. Et nous souhaitons toujours assurer la coordination de ce dispositif par une instance de dialogue partenarial pérenne associant la préfecture du Nord, le département du Nord, les collectivités et les acteurs associatifs. Je vous remercie et je passe la parole à Maëlle Guizot. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, je reviendrai ici tout d'abord sur le budget insertion, puis sur la partie handicap et autonomie du budget. Donc ce budget insertion, il est en légère augmentation de 1,2%, liée essentiellement à la hausse, à la revalorisation du montant du RSA. Ce budget, il postule une baisse continue du nombre d'allocataires du RSA, dans un contexte pourtant actuellement incertain. Donc une baisse du nombre d'allocataires du RSA sans qu'on puisse connaître précisément le détail des sorties, quelle part pour les sorties vers un emploi durable ou une formation qualifiante, ou quelle part pour une sortie vers un emploi précaire, ou pire, vers une radiation sans forcément avoir retrouvé du travail. En 2026, le budget alloué à l'appel à projet insertion et emploi plafonnerait donc à 17,4 millions d'euros, contre 21 millions avant 2025, ce qui se matérialise sur le terrain, dans les structures, et on peut le constater. C'est l'occasion, ce budget pour nous, de revenir sur votre bilan 2025 des expérimentations pour un accompagnement rénové des allocataires sur les territoires pilotes de Tourcoing, Roubaix, Dunkerque, Denain et Maubeuge. Ce bilan, il est présenté dans une délibération en commission permanente. Il aurait mérité un éclairage et un débat public en conseil départemental. C'est toujours un peu obscur pour nous, certaines délibérations pourtant importantes qui passent en commission permanente et d'autres en conseil départemental. Si le bilan de ces expérimentations est incontestablement positif, nos critiques formulées lors du lancement de l'appel à projet accompagnement intensif en décembre dernier demeurent, notamment car cette expérimentation a reposé sur des moyens financiers étatiques conséquents
qui ne sont pas généralisées. Une enveloppe de 5,9 millions en 2026 pour l'accompagnement intensif de 30 000 personnes nous apparaît assez dérisoire. Derrière le discours sur l'efficacité, on voit surtout se dessiner une réforme qui risque de privilégier sur le long terme le contrôle et la sanction, plutôt que l'accompagnement vers un emploi durable et digne. D'ailleurs, la presse s'en est fait écho dans d'autres départements que le nôtre récemment. Cela conforte nos craintes d'une généralisation de l'expérimentation RSA rénovée sans réels moyens supplémentaires. Je vais revenir ici sur la partie handicap et autonomie du budget. Tout d'abord, ce budget se fait dans un contexte national sur lequel vous êtes revenu longuement, et qui, pour le handicap et l'autonomie, se matérialise par le report, une nouvelle fois, de la loi Grand Âge. Une loi qui a été promise sous toutes ses formes depuis Nicolas Sarkozy en 2007 et qui récemment était promise par notre collègue ministre délégué à l'autonomie Charlotte Parmentier-Lecocq, et son départ du gouvernement a amené un nouveau report. Ce nouveau report, il a des conséquences sur le terrain. C'est le report de moyens pourtant indispensables pour financer le vieillissement de la population, la gérontocroissance, et trouver enfin un modèle économique durable pour les structures fragilisées de l'autonomie, notamment les EHPAD. On peut, dans tous les territoires, observer la fragilisation économique des EHPAD, ce qui entraîne des conséquences, notamment sur les communes qui en pilotent certains. Pour ce qui concerne le Nord, ce budget primitif 2026 est marqué par une décision particulièrement inquiétante à nos yeux, c'est celle d'un taux d'évolution de 0% des taux directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux. Avec l'inflation, concrètement, ce taux d'évolution de 0% signifie une baisse réelle des moyens. C'est une austérité sociale silencieuse, une austérité qui ne dit pas son nom, mais qui se traduira concrètement par une pression financière accrue sur les structures et une dégradation des conditions d'accueil dans l'ensemble des structures du territoire. Le groupe écologiste rejoint ici les revendications des acteurs des politiques de l'autonomie et du handicap, qui appellent à couvrir réellement les besoins. Par exemple, avec un recours à un financement horaire complémentaire des SAAD, à simplifier les procédures et à stabiliser les règles pour redonner du sens au travail des professionnels. Redonner du sens dans un contexte particulièrement important où le ministère vient de refuser une revalorisation des salaires des SAAD. Certes, les départements ont des difficultés financières, mais ça pose la question de l'attractivité de ce secteur dans la durée. En conclusion, on peut dire qu'au fond, ce budget, il est un énième budget de gestion. Il maintient à flot, sans transformer. Il ne porte ni ambition forte en matière de prévention, ni vision d'une transition écologique intégrée au social, ni projet d'innovation sociale. On reste dans un modèle curatif quand il faudrait construire un modèle préventif et émancipateur. Je vous remercie.